Bonjour, pour cette troisième séance, nous nous retrouvons donc dans ce cours de socialisation de normes et déviances. Un cours qui va être consacré, comme le précédent, aux normes, en insistant cette fois-ci donc sur les normes formelles ou institutionnelles. Hein, j'ai mis et, mais en fait c'est ou, parce que c'est un peu la même chose. On va le voir. Alors, qu'est-ce que l'on entend, qu'est-ce que je vais entendre par les normes formelles? Je vous avais donné quelques indications la dernière fois, j'y reviens. Et ce sont essentiellement des normes qui sont rédigées pour la plupart du temps et qui sont portées et ou validées par l'institution. Alors, prenons rédigé d'abord. Hein, donc, la plupart de ces normes sont connues et reconnues comme normes, en ce sens que elles sont affichées, distribuées, euh, comme on distribue un règlement intérieur, par exemple, et comme on le fait signer parfois, comme étant des normes qui s'appliquent à tout le monde, qui ont un caractère obligatoire et que l'on doit appliquer au risque d'avoir une sanction. Donc, ce sont des normes qui s'annoncent comme normes, mais qui en plus, pour avoir une certaine puissance, sont rédigées pour être d'une certaine manière incontestables. Euh, c'est assez contemporain, de la société contemporaine, qui n'est pas très nouveau, parce que ça fait quand même plusieurs centaines d'années, mais que l'essentiel des normes formelles soit rédigé. Il y a des sociétés, des civilisations, où les normes formelles ne sont pas rédigées, elles sont orales, mais elles sont néanmoins des normes institutionnelles. C'est pour ça que je les appelle aussi institutionnelles, et sans être rédigées. Hein. C'est-à-dire que tout le monde les connaît, et elles ont une force tout aussi puissante que des normes rédigées, et sans l'être, parce qu'elles ont une valeur institutionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur institutionnelle? Eh bien, c'est parce que l'institution... Alors, je vous expliquerai ensuite ce que j'entends par institution, ce qu'on entend en sociologie par institution. En tout cas, l'institution les porte, c'est-à-dire que c'est l'institution qui les énonce, qui les rédige, qui les fait connaître, et qui les applique, au sens où il vérifie que tout le monde applique bien ces normes et qui applique des sanctions si ces normes ne sont pas appliquées par les citoyens, les acteurs sociaux, et ces sanctions elles-mêmes sont prévues par l'institution. Vous pensez peut-être spontanément à la prison, par exemple, qui est typiquement la forme suprême d'une sanction institutionnelle portée par l'institution et appliquée avec précision par l'institution parce que la sanction elle-même est normée, rédigée, prévue, etc. Donc ça, c'est le côté porté par l'institution, mais elles peuvent être aussi validées par l'institution, c'est-à-dire que il se peut très bien que on y reviendra, que on fasse un contrat entre deux personnes physiques ou deux personnes morales. Hein, deux entreprises décident de faire un contrat. À l'heure où je vous parle, on parle par exemple d'une fusion entre, plutôt d'une entreprise de télécom qui va être rachetée par une autre. Donc c'est un accord entre deux entreprises, une qui veut vendre une partie de son activité et l'autre qui veut la racheter, mais il faut que ce soit validé par l'institution, c'est-à-dire par l'État, mais sachant que l'essentiel du contrat, hein, de cette vente, va être établi par ces deux parties. Donc c'est ce que j'appelle validé par l'institution. Alors avant de vous parler de l'institution elle-même, je souhaite faire une mise au point quant à savoir donc si ces normes sont incorporées ou non. Puisque maintenant vous êtes tout à fait au fait de ce que sont les normes incorporées, et vous avez compris que c'est un aspect important et de la norme que de la manière dont elle est imprégnée chez les acteurs sociaux, chez les personnes, etc. Euh, alors la norme formelle peut-elle être incorporée? La réponse est oui, elle peut l'être, mais elle ne l'est pas systématiquement. Je vous ai parlé de la violence, hein, mais encore plus l'homicide, c'est-à-dire le fait de tuer quelqu'un, est bien entendu prohibé par la loi,
avec des sanctions, etc., et qui sont appliquées de façon assez systématique. Autrement dit, c'est une norme très importante pour la loi, pour l'État, pour l'institution, mais c'est aussi une norme qui est incorporée par les personnes, c'est-à-dire que, sauf rares cas, les actes de violence, les actes, encore pire, d'homicide, qu'ils soient volontaires ou involontaires, eh bien, on a une inhibition pour le faire. Et si parfois cette inhibition saute, la plupart des gens qui commettent des meurtres le font, soit parce qu'ils ont toutes sortes de raisons qui leur permettent de le faire, soit parce que à un moment donné, ils ont perdu un peu la raison, pété les plombs, on disait tout à l'heure. Et dans le cours précédent, je utilisais cette expression-là. Eh bien, cette situation-là est exceptionnelle et on ne tue pas régulièrement comme au Rwanda, où c'est dans certains cas très très rares où il y a eu des tueries à grande échelle, ou dans le cas évidemment des nazis, c'est extrêmement rare. Et quand on tue de cette manière-là, c'est qu'on a perdu l'incorporation de la norme qui interdit l'homicide ou la violence grave, mais la plupart des citoyens, y compris ceux qui commettent des meurtres dans la civilisation occidentale, ont une retenue incorporée vis-à-vis de l'homicide. En revanche, tout ce qui est droit du travail, pour prendre cet exemple-là, mais ça peut être toutes sortes d'autres exemples, d'un droit qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas forcément lieu de l'appliquer au quotidien, eh bien, c'est absolument pas incorporé. Ce qui est incorporé, c'est qu'il faut respecter le patron, sinon il vous vire. Mais en dehors de ça, toutes les méandres du droit du travail sur toutes sortes de points ne sont pas incorporés. Et même si on les connaît, ils ne sont pas incorporés au sens où ça ne produit pas des réflexes dans l'action sociale au quotidien. Donc voilà, les normes formelles, les normes institutionnelles peuvent être incorporées, ce qui est le cas de beaucoup de normes à caractère pénal, par exemple, criminel, mais bien des normes ne sont pas incorporées. Typiquement, autre exemple, c'est l'adultère. Si on est marié et qu'on a des rapports sexuels en dehors du mariage, eh bien, on peut avoir une retenue physique vis-à-vis de ça, ou pas. Mais si on en a une, c'est que la norme de ne pas tromper son époux, qui est une norme qui est marquée sur le code civil, si vous voulez, eh bien, on l'a incorporée et que même si on le fait, on a un peu de culpabilité ou de honte à le faire. Donc une norme formelle qui est incorporée. Ceci étant dit, donc passons à ce qui est un point tout à fait important. Qu'est-ce que c'est que l'institution au sens sociologique, c'est pas une définition universelle, c'est la définition de la sociologie. C'est un concept sociologique. On l'utilise au singulier, l'institution. En réalité, on aurait dit les institutions, parce que c'est une multitude de possibilités institutionnelles, mais qui renvoie à une réalité unique, si vous voulez, qui est la détention d'un certain pouvoir collectif pour organiser la société. Autrement dit, l'institution, spontanément, on pourrait penser à l'État, par exemple, l'État central dans un pays. Les choses sont plus compliquées que ça. Et évidemment, l'État est un élément central dans le système institutionnel, mais il ne faut pas oublier qu'on a des forces de ce type institutionnel, de ce type-là, qui sont supranationales, le droit international, l'Europe, enfin l'Union européenne pour ce qui concerne la France, par exemple. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, ce qui n'est pas qu'en France, mais ce qui est le cas en Allemagne, par exemple, aux États-Unis ou en Inde, on a affaire à des États fédéraux, qui sont composés d'une série d'États fédérés, et que ces États fédérés ont des capacités de produire des textes de loi qui sont très différents. Aux États-Unis, certains États ont la peine de mort, pas d'autres, n'ont pas les mêmes règles sur le mariage. Il y a toutes sortes de règles, de normes formelles qui sont différentes selon les États fédérés aux États-Unis.
C'est un point très important pour les Américains. Si on veut comprendre le système américain institutionnel, il faut comprendre ce côté fédéral. Et puis même en France, on a des collectivités locales qui produisent du droit, de la norme, et qui produisent du pouvoir local, et qui ont une force institutionnelle. Donc ils sont des institutions. Et même les communes. Voilà. Mais ça, c'est le politique. C'est le politique. Mais vous avez des institutions qui ne sont pas directement politiques. Je cite l'exemple de l'université, et je vais y revenir. Mais on a toute une série d'institutions de ce type-là qui sont prévues par les textes juridiques, qui sont peut-être financées par l'État, mais pas toujours, parce qu'il y a des pays où l'université n'est pas financée par l'État, elle est reconnue par l'État, elle est cadrée juridiquement par l'État, mais elle n'est pas forcément financée par l'État. En France, elle l'est largement. Mais cela reste, même si ce n'est pas financé par l'État, une institution au sens où c'est un collectif très organisé qui détient collectivement un certain pouvoir, qui forme un système pour appliquer ce pouvoir, et qui est un pouvoir qui n'est pas négatif, qui est un pouvoir positif, qui est de produire du savoir scientifique et de le mettre à la disposition du public et de la société. Et donc on voit bien comment l'université, à ce titre, est une institution. C'est pas seulement une institution, c'est aussi une organisation, par exemple. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le fait que ce soit une institution. Donc voilà, vous avez une multiplication d'institutions de ce type-là, et on pourrait dire, d'une certaine manière, que la famille est une institution, parce que la famille est prévue par les textes de loi, c'est-à-dire le mariage, la filiation, le rapport frère-sœur, etc. Tout cela est prévu par le Code civil. Et elle a une fonction d'exercer un certain pouvoir sur ses membres, et notamment une fonction d'éducation des enfants, de préparation à la vie civique des enfants. Moyennant quoi, la famille, j'en dirai pas plus, parce que au deuxième semestre, je parle dans le cours de Société française contemporaine de la famille comme institution, est une institution avec un certain nombre de pouvoirs et bien sûr de normes institutionnelles qui cadrent cette institution familiale. Les entreprises constituent aussi une institution d'une certaine manière, et même si elles ne sont pas forcément pensées comme telles, elles ne se pensent pas comme telles, mais elles peuvent très clairement constituer une institution au sens où elles produisent du pouvoir sur un certain domaine de l'économie, sur un certain domaine de la société, sur, bien sûr, ses salariés, mais aussi, par exemple, sur les consommateurs. L'entreprise permet d'institutionnaliser un certain nombre de pratiques commerciales et de consommation qui deviennent des normes ordinaires de la consommation. Et donc, à ce titre, comme au titre de cadrer, d'encadrer un certain nombre de salariés, eh bien, les entreprises sont des institutions. Autre exemple, ce sont les fédérations, par exemple, sportives, qui constituent des institutions sans être des organismes d'État. Hein. Ce n'est pas des organismes d'État, même s'ils sont plus ou moins accrédités par l'État, mais ce ne sont pas des organismes d'État en tant que tels, et pourtant ce sont des institutions qui produisent de la norme, qui produisent de l'action sociale très cadrée, avec des championnats, des clubs, etc., etc. Hein, et à un niveau national comme à un niveau international. C'est-à-dire que les fédérations nationales sont soumises au fonctionnement des fédérations internationales qui organisent des compétitions internationales et qui fixent les règles d'un sport. Hein. S'il y a une Coupe du Monde de football, c'est parce que tout le monde applique les mêmes règles du football, qui est fixée par une institution internationale qui est la Fédération internationale de football et association, et FIFA, et qui institutionnalise les règles pour le football international. Donc on voit que, et c'est pas directement sous l'influence de l'État, même pas de l'ONU ou de l'Union européenne, c'est juste quelque chose qui existe en dehors des États, mais évidemment avec la reconnaissance des États.
Voilà ce que sont les institutions. Alors, si je cite l'université, c'est pour que vous voyez bien qu'est-ce que l'institution produit comme réalité et produit comme norme. Et pour vous donner un exemple qui a l'avantage d'être familier, même si vous n'êtes pas directement tous les jours impliqué dans l'institution, puisque vous êtes à distance, mais vous en avez un peu une idée. Donc l'université comme institution, c'est un espace qui produit des normes, qui a des statuts. Voilà comment fonctionne l'université, comment elle est gouvernée, qui produit des règlements intérieurs. Voilà ce que les gens qui travaillent à l'université, que ce soit les personnels ou que ce soit les étudiants, doivent faire ou ne pas faire. Mais surtout, ce que produit comme norme l'université, c'est ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Hein. C'est-à-dire que les programmes, par exemple, de cours, enfin de diplômes, les cours, le type de cours à laquelle on est, le type de cours qu'il y a en licence de sociologie ou d'histoire ou de ce que vous voulez, la durée de ces cours, tout ça est fixé par la norme, qui est validée par l'État, mais c'est l'université qui en décide, et qui décide quel enseignant fait quel cours, etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des normes qui peuvent être soit fixés d'une façon un peu définitive, c'est-à-dire les statuts de l'université, ils changent rarement, une fois tous les 20 ans, 30 ans, mais le contenu des licences, par exemple, sont changés tous les 4 ans, ou en tout cas remis à plat tous les 4 ans, et les aménagements peuvent être faits pendant ces 4 ans, d'une année sur l'autre, sur, est-ce qu'il y a un peu plus de TD, un peu plus de CM, etc. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des normes qui sont fixées par qui? Eh bien, par les membres de l'institution eux-mêmes, essentiellement les enseignants chercheurs de l'université, mais aussi parfois les personnels non enseignants, qui peuvent fixer des règles. La seule contrainte, c'est que ces règles soient conformes au droit général et aux principes, au statut de l'université. Voilà donc ce qu'est une institution, et vous voyez bien comment ces institutions produisent de la norme, et de la norme qui est de la norme formelle, même si elle n'est pas forcément reconnue comme telle. C'est-à-dire que le programme que vous avez de votre licence de sociologie n'apparaît pas forcément comme une norme, et pourtant c'en est une, qui est contraignante pour vous, mais aussi pour l'université elle-même, et pour ses membres comme les enseignants. Alors, quels sont les textes normatifs qui ont une force institutionnelle? Il ne suffit pas de rédiger quelque chose et puis de dire c'est la règle, elle doit s'appliquer. Il faut qu'il y ait une validation par l'institution avec des processus très légitimes en démocratie qui sont donc validés par un processus démocratique de l'institution. Alors, on va passer en revue une série de textes. C'est un petit peu fastidieux parce que ça paraît comme une liste comme ça, et c'est pas forcément que sociologique dans la mesure où ça renvoie à du droit, mais il me semble que comme la société fonctionne sur des bases juridiques, il est indispensable que tout étudiant de sociologie, par surcroît, tout sociologue ait un minimum de culture juridique, non pas connaître tout le droit, parce que même les juristes eux-mêmes ne connaissent pas tous les textes juridiques, loin s'en faut, c'est énorme, monstrueux, mais simplement les grands principes de comment le droit est produit. Et donc, parce que, autrement dit, on fait un peu de sociologie du droit, mais c'est l'occasion aussi de faire un peu de sociologie du fonctionnement de l'État, notamment, et des institutions, donc ça relève de la sociologie des institutions. Alors, évidemment, la forme la plus élémentaire, la plus basique, et c'est sûr la plus importante, au sens où ce sont les normes les plus puissantes dans la société, ce sont les textes de loi. Les textes de loi qui, au niveau d'une nation, d'un pays, sont votés par le Parlement ou promulgués par le gouvernement.
Donc je vous rappelle que le Parlement est composé en France, en tout cas l'Assemblée nationale et du Sénat, et que les textes de loi sont votés par ce Parlement avec une navette. D'abord passe à l'Assemblée, ensuite au Sénat, ensuite ils reviennent à l'Assemblée, bon, et que l'Assemblée nationale a le dernier mot, mais que chacun peut modifier en fonction de ses débats. Et qu'à la fin, le texte est promulgué, et ensuite il s'impose à tout le monde, il s'impose, y compris au gouvernement. Parce que, j'y reviendrai, le texte de loi, c'est pas simplement obliger les citoyens à faire des choses ou leur interdire de faire des choses, mais c'est aussi obliger l'institution à faire des choses. Donc voilà, hein, c'est la forme suprême. Alors avec évidemment au-dessus des textes de loi ordinaires, il y a la Constitution. Je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel, mais il faut bien avoir en tête que c'est la Constitution qui fixe les principes généraux des institutions de l'État en France, comme dans la plupart des pays, et que c'est cette Constitution qui donne leur fonction aux textes de loi et la manière dont ils sont adoptés, etc. Donc ça, les textes de loi et les décrets du gouvernement, parce que comme j'ai dit, les textes votés promulgués par le gouvernement ne sont pas des lois, mais ce sont des décrets. Enfin, ça, c'est de la précision juridique, mais c'est pas inutile de l'avoir. Et on pense que c'est la seule forme ou la principale forme de droit et la principale forme juridique dans un pays, ou en tout cas en France. En réalité, il y a toute une série de textes à caractère juridique qui sont produits par les collectivités locales, qui ont l'arrêté municipal qui nous interdisent de vous garer à tel endroit pendant telle période parce qu'il va y avoir des travaux, jusqu'à des décrets qui prévoient par exemple le montant des taxes d'habitation, etc., au niveau d'une région ou d'un département. Donc vous avez pour l'instant, en attendant qu'on les change, ces 4 étages de la fusée, l'État, la région, le département et la commune, sachant qu'il y a des intercommunalités qui deviennent de plus en plus importantes, et qui sont des instances où peuvent être promulgués des textes qui ont une valeur limitée, qui sont soumis évidemment à la loi nationale, mais qui constituent un lieu de production très important de la norme juridique. Et donc, si on s'intéresse au fonctionnement des collectivités locales, il faut avoir en tête les normes qui sont produites par les collectivités locales et qui ne valent que dans leur espace territorial. Autre forme à laquelle on peut être soumis de production institutionnelle de normes, ce sont les règlements intérieurs. Alors, on pense au règlement intérieur typiquement d'institutions de type université, école, ou toute une série d'institutions de ce type-là, hein, l'hôpital par exemple, qui ont des règlements intérieurs qu'ils adoptent eux-mêmes, qui peuvent être différents d'un établissement à un autre, et qui ont une certaine force d'exécution, c'est-à-dire que celui qui ne respecte pas le règlement intérieur peut être sanctionné et le sera certainement si cette transgression est identifiée et surtout si elle est récurrente, si elle se répète. Donc ces règlements intérieurs, ça peut paraître secondaire ou peu important. En réalité, c'est très important parce que il ne faut pas oublier que c'est la forme juridique la plus proche de l'action sociale, en tout cas dans les milieux professionnels, hein, et que ces règlements intérieurs, c'est ça qui cadre l'action au quotidien beaucoup plus que les textes de loi de niveau national. Autre niveau, alors un mot sur les règlements intérieurs, il ne faut pas oublier, là encore, que les règlements intérieurs ne concernent pas que les institutions publiques, elles concernent aussi les entreprises, parce que les entreprises ont leur règlement intérieur qui en organise le fonctionnement, et que ces règlements intérieurs ont une force normative très importante au sein
au sein des entreprises, hein. Et donc, quand on pense entreprise, quand on pense économie, il faut aussi penser règlement intérieur, parce que c'est une dimension importante pour comprendre comment elle fonctionne en termes normatifs. Alors, autre aspect très importants dans la vie, pour organiser la vie sociale au quotidien et aussi la vie économique, bien sûr, ce sont les contrats. Les contrats, la particularité, c'est que ils sont passés entre deux personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, ce que les juristes appellent les personnes morales, c'est-à-dire des entreprises, des organisations, des associations, etc. Et, et qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on décide d'agir ensemble, d'échanger quelque chose, ou de faire une action en commun, et on passe un contrat que l'on signe, qui peut faire une page, comme il peut faire 100 000 pages, hein, les gros contrats internationaux, c'est des pavés de 100 000 pages, où tous les détails techniques sont portés, etc. Bon, enfin, peu importe ici. Mais la moindre petite action, c'est-à-dire que si vous embauchez quelqu'un pour faire 5 heures de travail chez vous, eh bien, c'est déjà un contrat, et ce contrat peut tenir sur une page. Donc, ce sont des contrats qui disent, voilà, moi j'ai besoin que vous travailliez pour moi, et vous offrez votre service, donc on va faire affaire, ou toute autre situation de contractuelle qui peut exister. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, ce sont les acteurs sociaux eux-mêmes les personnes, autrement dit, qui donnent le contenu réglementaire, le contenu normatif de ce contrat. Voilà ce qu'on va faire et voilà ce qui va se passer si on ne le fait pas bien, etc. La seule contrainte, c'est qu'il faut que ce soit compatible avec la loi, hein, évidemment, et avec les règlements des entreprises, etc. Mais une fois qu'on aura signé le contrat, ça s'imposera de façon juridique. C'est-à-dire que ça acquiert la force institutionnelle à partir du moment où on signe ce contrat. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait un notaire, un avocat, ou encore moins un enregistrement national. Et le simple fait de dire c'est un contrat et ça nous contraint dans l'action pendant une certaine période, etc., suffit pour que ça ait une force institutionnelle. C'est-à-dire que si on a un des deux qui ne respecte pas le contrat, il peut aller au tribunal et obtenir des dommages et intérêts pour rupture de contrat. Donc le contrat a une force institutionnelle en tant que norme. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, parce que nombre d'activités ordinaires de la société a une réalité contractuelle, et y compris d'ailleurs des contrats non rédigés. C'est-à-dire qu'il y a si vous achetez votre baguette de pain, nous disent les juristes, vous passez un contrat avec votre boulanger, sans le savoir et sans l'écrire, bien sûr. Hein. Mais c'est comme si vous écriviez contre 1 euro, eh bien, vous me vendez une baguette qui fait tant de grammes et avec telle qualité. Ça n'est jamais rédigé, mais c'est le cas. Et parfois, par exemple, on sait que dans les comices agricoles, les ventes de plusieurs têtes de bétail, hein, parfois 100 têtes, se font sans garantie écrite, et se font en tapant dans la main, et ça a une valeur contractuelle, et d'après ceux qui le pratiquent, il faudra aller vérifier de près, mais il y a très peu de contestations et très peu de gens mécontents, c'est-à-dire que la confiance mutuelle tient lieu de puissance institutionnelle, de sanctions, etc. Et que ça n'a pas besoin d'être rédigé. Mais s'il y avait mécontentement, il y aurait possibilité d'aller devant un tribunal, puisque cette transaction a un caractère contractuel du point de vue juridique. Vous voyez que la sociologie peut sûrement s'intéresser au droit, parce que le droit cadre de façon normative les actions et les interactions sociales. Donc, voici l'essentiel de ce qu'on peut dire sur quels sont les textes de loi qui existent. Je termine en disant que, ayons bien en tête
que la loi, notamment, hein, s'agissant de la loi, ne se résume pas au pénal. C'est-à-dire que quand on parle de droit, quand on parle de justice, quand on parle de loi, on pense surtout à la loi pénale qui a interdit toute une série de choses, de tuer évidemment, de commettre des actes de violence, de la violence sexuelle ou autre, mais aussi de voler, d'escroquer. Bon. Ça, ce sont des aspects limitatifs, mais il y a aussi dans les textes de loi des choses qui, au contraire, ouvrent des possibilités pour les acteurs sociaux, et c'est notamment le cas du droit civil, hein, qui offre la possibilité de se marier. On n'est pas obligé de se marier, mais on peut, et si on se marie, eh ben le droit vous fournit un cadre pour se marier, ou de faire une transaction commerciale. Eh bien, tout ça relève du droit civil, qui favorise l'action sociale en lui donnant des normes qui la rendent possible. Donc, finalement, ça introduit mon point suivant, qui concerne le fait de savoir quels sont les textes, quels sont les effets, par exemple, qu'ont les différents types de textes. Alors, le premier point, c'est que les textes s'imposent certainement aux citoyens, mais tout autant aux institutions. Si je prends l'exemple de l'université qu'on a déjà exploité, l'université a des devoirs vis-à-vis des usagers, c'est-à-dire celui de leur délivrer de la connaissance, notamment s'agissant des étudiants, et dans le cadre d'une formation, enfin d'une série de formations, et que de délivrer des diplômes si les étudiants ont bien suivi ces formations. Donc c'est une obligation qui concerne d'abord l'institution. L'usager, lui, à partir du moment où il s'inscrit, il a obligation de suivre cette formation, en tout cas, enfin même pas obligation d'ailleurs, s'il ne la suit pas, ce sera à ses risques et périls, mais il a obligation de suivre cette formation s'il veut obtenir le diplôme. Mais l'université a obligation de lui délivrer le diplôme s'il a passé ses examens, etc. Vous voyez dans quoi, donc on voit que tout le monde est contraint par les textes que sont les normes institutionnelles. C'est vrai aussi de la justice pénale, c'est-à-dire que si on commet une infraction, certainement que, évidemment, on risque d'être sanctionné, mais le système pénal, la justice ou l'administration a des obligations très strictes pour appliquer cette loi, c'est-à-dire que les règles pour avoir le droit de sanctionner les citoyens sont extrêmement précises et tiennent la justice elle-même et ses membres, les magistrats, etc., et qui ne doivent pas commettre d'erreur. S'ils commettent une erreur, eh bien, la loi ne s'applique pas. C'est ce que les avocats utilisent beaucoup pour pouvoir obtenir des annulations, comme ils appellent ça, de procédure, parce que ça suppose que les cours de justice respectent les normes qu'on appelle donc la procédure. Donc voilà, ayons en tête que les textes n'imposent pas seulement aux citoyens, mais à l'institution. C'est tout à fait essentiel pour comprendre comment se produit l'action sociale. Alors, ces cadres juridiques ou normatifs permettent l'action sociale, c'est leur principale fonction. C'est pas de la limiter, c'est au contraire de la favoriser et de l'ordonner, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle se passe dans de bonnes conditions et dans une bonne entente mutuelle, pourra-t-on dire, typiquement avec les contrats, par exemple. Mais elles en fixent en quelque sorte le cadre, c'est-à-dire ce qui est possible et ce qui est impossible. Si on prend les contrats de travail, par exemple, il est possible d'employer quelqu'un, de salarier quelqu'un. On peut lui verser un gros salaire si on veut, même pour une tâche peu qualifiée, mais on sait qu'on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil, en tout cas en France, de rémunération. On sait qu'on ne peut pas travailler plus de tant d'heures par semaine ou par mois ou par an. On sait que
et que l'employeur doit respecter une série de conditions d'hygiène et de travail, etc., pour ses salariés. Donc voilà, tous ces éléments-là, et bien sûr que le salarié doit travailler, c'est-à-dire produire, remplir une série de fonctions et de missions, et dans le cadre de ce contrat de travail. Donc tous ces éléments-là rendent l'action sociale possible, mais ne présument pas, ne présagent pas de ce que va être exactement le contenu de l'action sociale. C'est-à-dire que si vous êtes embauché sur un contrat de travail, ce contrat de travail fixe le cadre de la relation employeur-employé, mais ne dit pas pour l'instant si vous allez devoir travailler avec tel ou tel client, tel ou tel partenaire, tel ou tel autre collègue, etc. Tout ça se fera au fur et à mesure. Ça n'est pas un problème juridique, c'est un problème d'organisation de l'action sociale et de l'action économique, ce qu'on voudra. Les cadres juridiques prévoient que à l'université, il y a tel et tel type de discipline, et qu'on peut s'inscrire dans tel ou tel type de discipline, mais ça ne présage pas de exactement comment les spécialités des disciplines de telle ou telle université, où vont s'inscrire les étudiants, s'il va y avoir plus de monde en psychologie, en histoire, en droit ou en art plastique. Ça, ce sont les acteurs sociaux qui en décident, disent voilà, je décide de m'inscrire dans telle ou telle discipline, et donc de respecter les normes correspondantes à ces disciplines, et l'université doit mettre à disposition, si j'ai 2000 étudiants en première année de sociologie, eh bien, je dois faire en sorte d'avoir des groupes de TD pour 2000 étudiants, ce qui n'est pas facile, mais il faudra le faire. Donc voilà, ça cadre l'action sociale, mais ça n'en désigne pas, ça n'en présage pas, ça n'en produit pas le contenu. Donc qui reste libre. Autrement dit, qu'est-ce que prévoient les normes institutionnelles? Qu'est-ce que prévoient les institutions? Eh bien, elles définissent les normes et les principes, plus exactement les logiques de l'ordre social. Ce concept d'ordre social est très important à comprendre. C'est pas un concept négatif. Toute société doit répondre à un certain ordre, à une certaine organisation, à un certain ordonnancement. Sinon, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et tout le monde y perd sa chemise, si vous me passez l'expression. Donc, il faut qu'il y ait un niveau d'ordre social. L'ordre social ne signifiant pas que tout doit être organisé par l'État. C'est pas l'ordre social pur et parfait comme en Corée du Nord ou dans la société à la fois idéale et cauchemardesque de George Orwell dans ce roman qui s'appelle 1984 et dont je recommande fortement la lecture à tous les étudiants de sociologie, parce que c'est la société, c'est la norme sociale et le contrôle social dans toute sa puissance. Mais la norme sociale, c'est pas une norme toute puissante qui guide la vie quotidienne des citoyens au plus près, comme dans 1984. L'ordre social, c'est des cadres qui garantissent la possibilité qu'une société fonctionne au mieux, sans chaos, sans heurts, sans dysfonctionnement, etc. Donc, la juste mesure de ce qui est de la puissance et de la puissance normative et du maillage du filet normatif n'est jamais évidente, et il faut toujours... certains ont trouvé que les normes sont trop contraignantes, d'autres qu'elles ne sont pas assez. Vous voyez bien comment ça renvoie à des enjeux politiques. Ça, très clairement, dans le débat politique, il y en a qui trouvent que les choses ne sont pas assez normées, et d'autres qui trouvent que ça l'est bien trop. Le thème de mai 68, bien connu, c'est « il est interdit d'interdire ». Espèce de paradoxe. Autre point qui mérite d'être évoqué s'agissant des normes institutionnelles, c'est la nature des sanctions, évidemment. Alors, nous y reviendrons largement dans un cours ultérieur que je consacrerai à la question du contrôle social, puisque la question de la manière dont les normes sont appliquées et dont les sanctions sont appliquées au niveau d'une société tout entière dans ce cadre institutionnel, c'est
un volet très important pour comprendre la sociologie des normes. Je me contenterai d'en dire quelques mots pour l'instant, et que j'ai déjà un peu dévoilé juste avant, c'est que ces sanctions sont prévues par les textes et qu'il existe des instances, hein, j'appelle ça des instances, c'est-à-dire des cadres précis où une action de contrôle peut avoir lieu, des instances donc qui sont propres aux institutions et qui visent à reconnaître qu'il y a une transgression, identifier la transgression et ensuite donc appliquer une sanction. Alors évidemment, on pense spontanément à la justice, et à la justice pénale en particulier. On pense spontanément à la police, qui sont bien évidemment les instances suprêmes de l'application des normes et de la sanction des transgressions. Mais tous ces cadres-là, nous les verrons dans un cours ultérieur, le dernier cours consacré au contrôle social. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête ici, s'agissant donc des normes institutionnelles en général, c'est que nombre d'instances de sanctions, nombre d'instances d'application des cadres normatifs sont incluses dans les institutions. Typiquement, si vous prenez l'école ou l'université, vous avez quelque chose qui s'appelle le conseil de discipline, mais qui existe dans la plupart des institutions, hein, sous cette forme-là, et qui se réunit rarement, qui se réunit quand une transgression a été identifiée et qui prend une décision qui ne vaut que pour l'institution. Hein, donc typiquement, par exemple, le conseil de discipline concernant les élèves à l'école, va décider que l'élève va être exclu, ou qu'il va avoir un avertissement, ou qu'il devra faire quelque chose, etc. Et cette sanction ne vaut que dans ce cas de cette institution-là, c'est-à-dire que c'est une sanction qui est prévue par l'institution, et un conseil de discipline qui n'a de valeur que dans cette institution, ce qui fait qu'on peut envoyer, s'il est exclu d'un collège ou d'un lycée, l'envoyer dans une autre école où il pourra aller en cours, etc., dans la mesure où la décision du conseil de discipline ne s'applique que pour l'école en question. Donc vous voyez, des conseils de discipline, il y en a dans les écoles, mais il y en a dans toutes les institutions, il y en a à l'hôpital, il y en a à l'université, il y en a dans toutes les institutions, il y en a dans les administrations du fisc, etc., ce que vous voulez, et puis il y en a dans les entreprises, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une entreprise, sauf à licencier quelqu'un, et même si on veut le licencier, il se peut très bien que ce ne soit pas forcément le directeur ou le PDG ou ce que vous voulez, ou le directeur des ressources humaines qui applique la sanction dans le secret de son cabinet, mais que l'entreprise ait prévu un conseil de discipline ou peu importe comment ça s'appelle, une instance de ce type-là, qui décide qu'il y a bien une transgression, que cette transgression vaut tel type de sanction, et qui va faire en sorte que la sanction s'applique. Avec cette particularité que il faut bien avoir en tête que si une sanction est prise par un conseil de discipline dans le public ou dans le privé, cette sanction peut être contestée par celui qui a subi la sanction par la suite au niveau national devant des tribunaux. Mais finalement, c'est assez rare et la plupart des sanctions s'appliquent dans le cadre institutionnel de la juridiction, disons, de l'institution en question, de l'entreprise, etc. Mais n'oublions pas que l'instance la plus puissante d'application des textes juridiques, autrement dit des normes formelles et institutionnelles, ce sont ce que j'appellerais, avec Norbert Elias, parce que c'est lui qui a inventé ce concept, des autocontraintes. C'est-à-dire ce que j'ai appelé tout à l'heure des inhibitions des normes incorporées. Et les sanctions qu'on s'applique à soi-même, la honte ou la conscience professionnelle. L'une des raisons pour lesquelles s'agissant donc du droit du travail,
les salariés fonctionnent en conformité avec la norme, ne transgressent pas la norme, c'est pas parce qu'ils ont peur d'être licenciés forcément, ou parce que typiquement les fonctionnaires ont peu de chances d'être licenciés, ou parce qu'ils ont peur d'une sanction quelconque, c'est parce qu'ils ont envie de bien faire leur métier et de peut-être de ne pas être sanctionnés par leurs collègues qui leur diront qu'ils ne travaillent pas bien, mais aussi pour briller, pour être conformes aux attentes de l'institution à laquelle ils appartiennent. Et que ces autocontraintes, qui sont celles que s'appliquent les acteurs sociaux à eux-mêmes, les individus, les personnes à elles-mêmes, eh bien, sont le premier, le principal et le plus efficace la plus efficace des contraintes, la plus efficace des sanctions et la plus efficace des effets de puissance institutionnelle qui existent. Autrement dit, pour parler comme Émile Durkheim, et ça c'est un point essentiel de la sociologie et de la pensée sociologique, c'est que les institutions sont en nous. Elles ne nous sont pas extérieures, elles sont intériorisées. Et donc, l'institution, c'est pas simplement un État, une entreprise, un cadre institutionnel, c'est surtout la manière dont on se pense comme étant partie prenante de ce cadre institutionnel. Et donc, les institutions sont en nous. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouvera très bientôt pour parler de la manière dont les normes et les institutions évoluent dans le temps et produisent et sont le produit du changement social. À bientôt donc.